Voilà, je pense qu'il est temps, nous allons commencer. Bonsoir à tous et bonjour à ceux qui nous suivent en dehors de Kinshasa. C'est Assurance Mboula, actuellement co-organisateur de la communauté GDG Kinshasa. Je suis votre host pour l'événement d'aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est notre première, pas première réunion, premier event, premier événement de notre communauté flûteur que nous sommes en train de bâtir au niveau non seulement de Kinshasa, mais nous avons une vision nette, avoir un impact bien sûr sur le pays et pourquoi pas au niveau de l'Afrique centrale. Et pour ça, voilà notre premier pas et je suis très heureux de vous recevoir ce soir. Notre comment dirais-je, notre speaker de ce soir, c'est Monsieur Ingénieur Osé Maswaku. Je pense que certains d'entre nous le connaissent déjà et ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr, c'est la communauté, c'est la famille. Nous aurons le temps, bien sûr, de réseauter, le temps d'échanger un peu en attendant notre prochain événement. Bon, le grand événement qui aura lieu sûrement au mois au mois de juin ou de juillet, où nous aurons une séance en présentiel et nous aurons le temps de nous connaître en face à face. Donc c'est un peu ça pour la petite introduction. Euh, je vais bientôt lui passer la parole. Il va commencer encore une fois par s'introduire, il va se présenter, présenter le vif du sujet et ça sera sûrement une séance interactive, c'est-à-dire si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et si vous préférez noter vos questions et les poser à la fin, en tout cas faites comme bon vous semble, mais soyez vraiment à l'aise, c'est la famille. Sinon, encore une fois, merci et bonne audition et bonne vision depuis vos maisons. Ingénieur, je vous passe la parole. D'accord, bonsoir tout le monde. Vous pouvez bien m'entendre? 5 sur 5. D'accord. Alors, très heureux de partager un sujet très intéressant sur Flutter. Comme l'a dit Assurance, on essaie de bâtir une communauté plus active euh, parce que dans la région francophone, on doit se dire, on est un peu derrière côté activité dev. Et on essaie de bâtir une communauté beaucoup plus active et qui s'entraide surtout. Alors, pour me présenter, je m'appelle Osé Maswaku, je suis développeur mobile chez Schoolab. Schoolab qui est une entreprise EdTech qui est basée sur tout ce qui est logiciel lié à l'éducation. On crée par exemple un ERP pour les écoles actuellement et on aide les enseignants à mieux communiquer avec les élèves, les parents des élèves et on donne accès aux élèves à de connaissances en ligne et aussi en mode offline. Ça, c'était pour m'introduire. Et là, avant de commencer directement dans le vif du sujet, et comme l'assurance l'a dit, si vous avez des questions, c'est mieux d'interagir directement et comme ça, on peut évoluer pas à pas au fur et à mesure et qu'on laisse personne derrière. Alors, déjà, on a une problématique. Pourquoi est-ce que on aurait besoin d'une base de données en local? Notre sujet d'aujourd'hui, c'est principalement pour pouvoir avoir un package qui permet de pouvoir gérer une base de données en local dans Flutter. Quand on crée une application, en fait, on peut lier ça à un API ou à Firebase, Supabase, qui sont d'excellents providers. Mais parfois, on a besoin que l'utilisateur puisse utiliser l'application en mode hors-ligne, qu'il n'ait pas besoin d'Internet pour voir certains contenus.
et que quand il sort, il revient de l'application, il trouve toujours ces données qu'il a mis dans l'application. Et tout ça fait qu'on a réellement besoin d'une application, plutôt on a besoin d'une base de données en local dans Flutter. Et pour ça, il y a plusieurs solutions qui existent. Il y a Floor, il y a Hive, il y a Isar. Mais aujourd'hui, on va parler de Grift. Alors, c'est quoi Grift? Grift, c'est un package qui permet de pouvoir gérer une base de données en SQLite. Et SQLite, c'est une base de données qui existe depuis des années, et ça persiste. Ça a montré son efficacité et sa persistance. Un autre choix pour utiliser Grift, c'est Dart native. En fait, tout le package de Grift est écrit en Dart. Il n'y a pas de code natif comme Kotlin, Java, Swift. Et c'est un avantage parce que déjà la lecture de données sera plus rapide parce qu'il n'y aura pas un channel entre Flutter et le code natif. Et ensuite, euh, il n'y aura pas de crash lié au code natif parce que souvent avec Kotlin, Java, l'application peut crasher s'il y a une mauvaise interaction avec le code natif. Un autre point fort de Grift, c'est que le typage est assez fort. Par exemple, si vous avez une table, to-do, comme on va le voir bientôt, vous pouvez pas insérer une autre type de données là-dedans. Et chaque champ aura son propre type. Par exemple, un int, vous pouvez pas insérer un string dans ce champ-là. Et déjà, en développant avec Grift, Grift va interdire ce genre d'erreurs pendant que vous codez pour que ça puisse pas arriver quand l'utilisateur va utiliser votre application. Et requête réactive, ça veut dire que Grift permet à ce que vous ayez, vous créez un stream qui est une sorte de pont qui permet de pouvoir automatiquement avoir les données à jour de la base de données. Ça veut dire, euh, dès qu'il y a une insertion de données, dès qu'il y a un changement, on change le nom, euh, on change le titre de quelque chose dans la base de données, directement, Grid permet de pouvoir mettre à jour votre écran et que l'écran ait toujours de données à jour. Si je pars très vite, vous pouvez me dire de ralentir. S'il y a besoin d'explications aussi, vous pouvez toujours poser des questions. Alors, quatrième point, il y a aussi la personnalisation très poussée de Grift. Si vous êtes une personne qui maîtrise très bien le SQL, vous pouvez sans problème écrire vos propres codes SQL directement dans Grift. Il n'y a pas de problème. Et c'est très bien intégré avec l'écosystème Flutter. Ça veut dire que c'est très bien intégré avec le plus utilisé de systèmes de gestion d'état comme Riverpod, Block, etc. La migration est très facile. La migration fait partie des choses les plus difficiles à gérer dans une base de données avec le mise à jour. Mais là, Grift, on le verra, donne une possibilité de faire de migration assez facilement. Et très important encore, le package Grift est très bien maintenu et c'est très à jour par rapport aux dernières versions de Flutter et aux dernières versions d'Android. Donc, le créateur de Grift et la communauté de Grift sont toujours actifs, ils résolvent le problème rapidement et ça permet d'avoir un package qui est toujours à jour. Alors, on va passer à l'étape suivante, qui
Là, je vais un peu switcher entre le slide et le code directement. Je ne sais pas si jusqu'ici, il y a de questions ou je peux continuer. Il y a une question dans le chat de la part de Joël Bouloupi, si je pense que j'ai bien prononcé. Je ne sais pas si vous Oui. arrivez à voir le chat. Je vois pas le chat, je Ah, suis ok, ok, dans... je vais lire la Ouais. question, oui, je comprends, oui. Il dit, par défaut, Drift utilise-t-il SQL ou un autre système comme sur Firestore? Alors, Drift, lui, il est totalement basé sur le SQL. Donc, il n'utilise pas un système non SQL comme ISA, par exemple. Lui, c'est vraiment basé sur du SQL, sauf qu'il donne une attraction pour que vous soyez bon en SQL ou pas, vous puissiez quand même bien gérer votre base de données. D'accord, merci. J'espère que Joël a une satisfaction. Si pas le cas, il peut toujours signaler dans le chat, comme ça il aura plus d'éclaircissement. Je pense qu'on peut continuer. D'accord. Alors là, on montre un peu ce que fait la plupart de ORM, ce que vous avez pu voir si vous avez déjà interagi avec les ORM. Ici, on a une table dans Rift où on a l'ID en auto-incrémente, on a le titre et on a created at. Sauf que, contrairement peut-être à Postgre et MySQL, le SQLite ne supporte pas le timestamp comme updated at. On peut avoir un temps pendant la création, mais on peut pas avoir un temps dans chaque mise à jour de chaque objet. Ça, c'est SQLite ne supporte pas ça. Et ce table Grift, en fait, va être converti en ce code SQL pour créer la table dans la base de données. Au lieu d'écrire tout ça, Grift nous permet d'écrire que ça, d'avoir une compréhension assez normale pour tout le monde, développeur qui connaît SQL ou pas, et lui-même va convertir à ça. Donc, je vais switcher avec mon VS Code. Je ne l'ai pas ouvert. OK. Là, j'ai un petit projet où il y a quasiment rien pour le moment. Il y a juste le app et une page qu'on va pas du tout utiliser. On va plus se focaliser sur la partie Grift que je veux mettre ici. Il y a la partie base de données, mais focus d'abord sur la création de table. Je fais ma liste de to-do, de tout ce que j'aimerais montrer pendant cette session, concernant le table en tout cas. Déjà, pour le package, il faut installer Grift lui-même. Ça, c'est la dernière version que j'ai mis hier. Et Grift Flutter aussi. Côté dépendance dev, il faudrait ajouter Grift dev et build runner. Donc là, on revient sur la table. On va d'abord essayer de créer la table to-dos et stand, table, et table va venir de Grift ici. Ici, on met le nom de la table au pluriel et on va voir après comment est-ce qu'on va récupérer les données et les classes qui seront générées par Grift. Et ici, avec ça, au niveau de la base de données, il va créer une table en minuscule. Donc, lui-même, Grift saura que tout le majuscule ici, par exemple, le I majuscule là, il va mettre un underscore et un I automatiquement. Donc, pas besoin de lui préciser ça. Et là, on va créer notre primary key
ID qui sera un integer auto-incrémente. Et il faut finir avec une parenthèse à la fin. Puis, on va faire un test colonne qu'on va mettre title ou notes qui sera un test. Et plutôt avant, dernier table, on va mettre completed qui sera un booléen. Puis, on aura notre created head qui sera un datetime colonne datetime. Et voilà. Alors, comme on a dit, on peut mettre ici par défaut dans la création le temps de la création, le temps qui est dans le téléphone de la personne. Et comme ça, on n'aura pas à préciser ces champs à chaque fois. Et ici, on peut faire la même chose. On peut dire que par défaut, quand on crée un to-do, on met un constante false. Ça sera false par défaut. Voilà un peu ce qu'on peut mettre là. Et ça, c'est la manière conventionnelle de créer une table. Il existe aussi une autre manière de créer la table, de mettre un late final comme ça, puis un égal. Comme ça, on n'aura pas à préciser ici le type de table. Il le saura directement que ça, c'est un hit. Ça, c'est un peu les deux manières de créer le table avec Lift. Et là, on va parler de mixing. Le mixing, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir réutiliser des colonnes souvent utilisées dans le table. Par exemple, l'ID et le created head. Comme on va beaucoup l'utiliser dans plusieurs tables, on peut créer un table mixing on table et on prend ça, on le met là, on prend aussi ça qu'on va mettre ici. Et ici, là, pour que ça prenne de deux champs ici, du mixing, on met with table mixing. Donc, cette table ici, to do, aura 4 champs, le 2 champs du mixing et le 2 champs qu'on a mis là. Ainsi, le ID et le created head, grâce au mixing, on peut l'utiliser aussi dans d'autres tables. Ça va jusque-là? Il n'y a pas de questions? Si, il y a une question dans le chat, celle de savoir s'il y a une possibilité d'avoir aussi des arrays ou des enums sur les colonnes. Alors, pour le type de données que supporte Rift, c'est d'abord de données que supporte SQLite. On a le hit, le bloat, le real, mais le array, non. On a des strings aussi, mais on n'a pas de array. Même le date, en soi, ce n'est pas la date qui va être sauvegardée, c'est soit un timestamp, soit un string. Également pour le booléen, c'est pas directement mis booléen false dans la base de données, ça sera soit un 1, soit un 0 que Rift va convertir. Mais il y a aussi de converteurs. Je n'ai pas prévu d'en parler ici, mais si on veut par exemple supporter un array et supporter un map et d'autres types beaucoup plus complexes, on peut utiliser le converteur pour pouvoir convertir. Par exemple, on enregistre un string au niveau de la base de données, mais au niveau de la table,
ça s'est converti en un array ou quelque chose d'autre. D'accord, d'accord. D'accord? Je continue. Euh, Comme nous savons quasiment tous, pour ceux qui ont fait SQL, le auto-increment, c'est ça qui sera le primary key, mais on peut toujours, avec Rift, préciser primary key comme ça, ou on peut mettre aussi un autre champ, peut-être note, on peut le mettre comme primary key, ça dépend que de vous, mais pour nous, on va laisser l'ID. Et autre chose, ici, on a utilisé with default, mais on peut aussi utiliser une autre manière de mettre quelque chose par défaut lors de la création de la table, c'est client default. Et client default, lui, prend une fonction. Ça permet un peu plus de flexibilité que with default qui prend que de constantes comme ça. Avec client default, on peut mettre, on peut faire beaucoup plus de calculs. Là, je mets quelque chose de simple, mais je peux faire un get name, get time plutôt. Là, datetime, get time comme ça, la fonction. Et je peux faire tout le calcul que je veux, puis je retourne un datetime. Ça, c'est en fait le bénéfice d'utiliser Client Default. Et dans la documentation, ils disent même qu'ils préfèrent utiliser le Client Default. Et là, par exemple, ils montrent comment est-ce qu'on peut créer un ID avec le UID en utilisant le Client Default. Mais dans notre cas, je vais remettre le We Default. Ça nous convient ici. Et on va parler de références, de tables étrangères, plutôt de clés étrangères dans Rift. Rift, lui aussi, supporte ça. Il supporte le table étrangère, contrairement à d'autres ORM que je peux voir dans Flutter. Par exemple, là, on peut créer une table project qui est stand table et on va utiliser le mixin pour qu'il prenne déjà l'ID et le created at. Et dans project, on peut mettre juste un titre. Je vais utiliser comme ça. Title. Et on met texte. Et comme je ne veux pas apprendre Myris ici, mais là, je pense que c'est ici qu'on va céder la clé et on va mettre int colon get project ID et ça sera un integer qui fera référence à la table project et au champ ID. Là, en fait, ce qu'on dit, c'est que ce champ est un champ de liaison entre la table to-do et la table project. Et ça, c'est le champ de liaison dans project. Ça, c'est la manière dont on crée de références et de tables étrangères et de clés étrangères dans Rift. Et là, après, je veux parler des constraints. On peut ajouter des constraints au niveau de Rift pour faire genre check, title, par exemple, title, on peut faire get check, title, et là, je n'ai pas d'intelligence. Alors, je vais expliquer en fait. Là, ça m'aide pas parce que ça comprend pas déjà le type de title. Quand on veut faire un check comme ça, on doit, dans ces cas ici, préciser quel type
c'est que ce champ, c'est un string. Et là, ça va m'aider à avoir cette intelligence-là. Et je peux checker, par exemple, que notre title, title.length, voilà, j'ai le length qui est là, is bigger or equal to 4, bigger to value 4. Là, ça veut dire quoi? Je mets un check. Lors de la création du projet, ça va checker si la table, le titre qu'on veut mettre là est supérieur à 4. Et si ça ne l'est pas, ça ne va pas permettre cette insertion-là. C'est ça, en fait, le bien d'utiliser le check ici. Et ça marche que quand vous utilisez un late. Si vous utilisez un texte colonne comme ça ne va pas marcher. Ça ne saura pas le title ici, si c'est quoi. Ou il y a un autre moyen concernant le texte pour faire le check un peu plus facilement. C'est le width length, où je peux préciser le min, par exemple 4, et le max 255. Là, en fait, je précise directement, même plus besoin de ça, que ce champ title prend que des titles qui sont supérieurs ou égaux à 4, et le maximum, le titre maximum, le maximum de caractères, ça sera 255. Ça va jusque-là? Pas de questions? En tout cas, ça va, ça va. Je sais pas s'il y a des questions. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je serai là, au fait, pour faire le Ouais, relais entre vous et le speaker. d'accord. Je continue. Et on a generate, generate, generated as. OK. Qu'est-ce que c'est que generated as? Par exemple, là, on peut créer une table, plutôt un champ virtuel, un champ qui ne sera pas inséré dans la base de données. Je peux mettre ça, par exemple, note length, où on veut que ce champ puisse nous donner le nombre de caractères qu'il y a dans la note. Et ce champ-là sera un integer. Bon, je vais changer ça, int colon integer. Et on met generated as, on prend note et on met length. Et voilà. Ce champ ici sera toujours dans toute la ligne qui concernera le to-do, mais ça ne sera pas dans la base de données. Si on veut que ce champ soit inscrit aussi dans la base de données, on peut ajouter un store true et ça sera inséré dans la base de données que lors de la création de l'objet. Dans le mise à jour, ça ne sera pas mis à jour. On peut le mettre à jour si on veut, mais souvent, on l'utilise pour comme ça, pour que ça puisse s'adapter au vrai caractère qu'il y a dans la note. Parce que comme ça, là, comme ce n'est pas inscrit dans la base de données, c'est à chaque requête qui nous donnera cette valeur ici. Et souvent, c'est utilisé pour faire parfois certains calculs. Si on avait par exemple un champ price et un champ amount, on peut faire ce calcul-là, le mettre là, et ça sera dans chaque objet qui sera créé. Ça, c'était pour ça. Et unique constraints, c'est en fait juste ajouter une contrainte d'unicité pour qu'il n'y ait pas, par exemple, là, deux projets avec le même titre. Je vais supprimer ces champs ici. Et on va parler de index. En fait, les index, ici, dans
dans Grift, ça va nous servir à ce que le champ qui sont le plus utilisés dans de recherche, quand on fait comment on appelle ça, quand on ordonne les données, pour que ces queries-là, ces requêtes-là soient plus rapides, on a besoin de créer deux index. On va donner un nom à l'index, to do notes, par exemple, et on précise ici le champ notes. Et comme ça, grâce à cet index-là, quand on fait de recherche dans le note ou quand on va ordonner le to-do grâce aux notes, cette recherche-là, cette requête-là sera beaucoup plus rapide que sans les index. Et ceux qui s'y connaissent peuvent aussi faire un SQL comme ça, écrire leur propre SQL pour mettre en place leur propre index. Oui, il y a une question? Affirmatif, ingénieur. Vous pouvez répéter un peu sur la partie des notes length, la table qui récupère au fait le length de la note. OK, Il y a Joël qui aimerait un peu en savoir en détail. d'accord. Ouais, Pour ça, je disais, Generated as est un outil dans Crypt qui nous permet de créer souvent de tables virtuelles. Par exemple, là, je donne un cas plus concret. Si on avait, on oublie un peu, on imagine qu'on était dans un champ, dans une classe carte, qui est le panier, par exemple, où on était genre avec un product. On avait une table de product comme ça, with table mixing. Et là, si on avait price, qui serait le prix de notre produit, ça va être plutôt un real. Un real, c'est l'équivalent de float ou de double dans Flutter. Et on a, par exemple, quantity, qui lui est un integer. On peut créer une table virtuelle qui permet à ce qu'on puisse faire ces calculs. Par exemple, on peut faire total, qui sera un real, et ça fera generated as price multiplié par quantité. Et comme là, je pense que le problème c'est avec integer et double. Je sais pas si il nous permet de faire un toInt. Voilà. Ah non, je pense pas ça. Non. Je vais mettre un int pour l'exemple, integer. Je sais pas comment convertir là. Mais là, en fait, on a quelque chose qui va relever vraiment integer aussi là. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Là, maintenant, on aura dans notre total qui sera toujours le calcul entre le prix et la quantité de produits euh, qui seront inscrits pour chaque produit. C'est ça, en fait, ces tables virtuelles, à quoi ça sert? Ça peut aussi être store, comme je l'ai dit, pour que ce soit inscrit dans la base de données. Mais là, ça ne sera pas inscrit, mais ça sera toujours là pour chaque ligne de notre base de données. Ça va, Joël? D'accord. Ça, je mets ça en commentaire et je continue. Et
Toujours dans l'idée de customisation, donc Rift, ceux qui connaissent SQL, ils peuvent aussi faire un custom constraint et écrire leurs constraints eux-mêmes. Euh, mais sachez qu'avec ça, quand vous écrivez votre propre constraint, tous ces constraints-là qu'on a mis ici deviennent nuls. Donc, vous devez tout écrire là et sans tenir compte des autres constraints qu'on a mis là. Mais si vous utilisez les constraints de Grift, vous n'aurez pas besoin d'écrire ça. Et on parle aussi de AnyType. En fait, dans SQLite, on peut avoir un champ qui prend à la fois plusieurs types de données. Ça peut prendre un integer, ça peut prendre un string, ça peut prendre un real, ça peut prendre un float. Donc, c'est un peu le bazar parfois dans certains champs qui peut prendre n'importe quel type de données. Maintenant, Grift, lui, quand il crée ses tables, il crée ça d'une façon stricte. Il y a aussi ce strict mode dans SQLite qui dit que si je mets ma table stricte, quand un champ est un int, il prend que des ints. Il ne peut pas prendre un string. Mais si on veut faire un champ qui prendra plusieurs types de données, on peut faire un champ anyType, anyColon comme ça, qui lui prendra n'importe quoi en fait. N'importe quoi. Mais tout ça est bien défini dans la documentation et vous pourrez voir tous les types de données qu'il y a et prises en charge par Grift. Maintenant là, comme on a nos deux tables, To-Do et Project, on va l'ajouter dans la base de données. Et la base de données dans Grift, j'ai mon code qui était là. C'est une table comme ça, c'est une classe plutôt, database, qui va instand cette classe ici qui sera générée et qui sera dans ces fichiers-là. Là, on va ajouter To-Do's, la table To-Do's et la table Project. On va aller dans le terminal. On va taper Dart run build runner build. OK? Et avec ce commande ici, Dart va générer un fichier, ce fichier-là, et on va y jeter un peu de coup d'œil pour voir tout ce qui sera généré avec ça. Normalement, comme on a deux tables, ça prend pas beaucoup de temps pour générer. OK, c'est bon. Les erreurs sont parties. Parce qu'on a notre fichier qui a été généré ici. On voit le project table et d'autres données qu'on va comprendre au fur et à mesure. Mais là, en fait, on a notre base de données avec le tab de la base de données et la version. Je pense qu'on a un problème de connexion. Oh là là. En tout cas, désolé pour ces petits désagréments. Sûrement, elle est en train de se reconnecter déjà. Ça doit être un petit problème de connexion. Mais il est là d'ailleurs. On est en train de s'écrire déjà.
Quelques secondes, s'il vous plaît. Voilà, il est de retour. Allô? Alors, vous aviez perdu la connexion? Oui, désolé. Voilà, voilà. Oui, désolé. Il y a eu coupure. La Canal Box s'est arrêtée. Oh là là, désolé. Juste le temps de le brancher. Vous m'entendez? Ouais, affirmatif. Très bien, très bien. Une minute, il arrive, il arrive. D'accord, d'accord. Sinon, j'espère que ça évolue bien. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Moi-même, je ne fais pas vraiment du Flutter, mais ça m'intéresse réellement. Tout ce qu'on est en train de voir ici, parce que j'ai fait beaucoup plus le back-end, j'ai fait beaucoup plus le cloud. Et arriver à avoir ces performances au niveau du téléphone, au niveau du mobile, sans chaque fois faire des appels au niveau du back-end ou héberger par exemple des cloud CDN pour avoir la rapidité sur les données. C'est intéressant d'avoir des bases de données locales comme Drift, comme on est en train de le voir sur le téléphone. Et comme on l'a bien souligné, Drift, c'est comment dirais c'est une technologie en même temps web qui facilite tout ça et qui fait aussi, comme on l'avait souligné tout au début de la session, qui permet en fait à chaque fois qu'au niveau de la base des données, il y a des changements sur une table quelconque, sur par exemple le profil de l'utilisateur, lui-même il s'occupe d'aller fetcher les dernières données afin de les afficher au niveau de l'utilisateur, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et en cas de migration, si on connaît des migrations au niveau de la base de données, comme on l'avait aussi souligné, les migrations ne sont pas des choses faciles à endurer, surtout quand on est en production. Mais avec Drift, les migrations sont faites de manière facile. Et comme on a vu, on a aussi des requêtes très bien personnalisées et avec le typage fort et une grande sécurité. C'est-à-dire que c'est une technologie bien sûr, à essayer et à adopter au mieux parce que celui qui est en train de nous donner un peu ses astuces, il, voilà, il travaille sur des projets. Aujourd'hui, avec Schoolab, c'est maintenant multicontinental parce que les produits sont maintenant
adopté non seulement en Afrique centrale, mais aussi dans d'autres pays. Je pense plus de 6 pays déjà on adopte ces solutions. C'est-à-dire que ce sont des technologies qui sont réellement testées en production et voilà. Donc c'est un peu ça. Il est en train de brancher la canal box, donc patientez juste 1 minute, le temps qu'il puisse nous revenir. Merci. Sinon, en passant, je suis content de voir. C'est vraiment la communauté. Je suis content de voir. On a Exaucé, on a Varka. Il y a d'autres aussi que je suis en train de découvrir. On aura le temps de nous connaître. Il y a Ingénieur Osé qui est de retour. Je remets en train aussi de préparer le partage d'écran pour qu'on puisse continuer et chuter et aussi recevoir toutes vos questions, vos préoccupations ainsi que vos suggestions sur la première séance. Comme ça, nous saurons comment adapter nos prochaines séances, qu'elles soient aussi plus interactives comme on est en train de suivre. Ingénieur, Ok, je vous repasse la parole. Hein. ok, Voilà. vraiment désolé pour ça. Le Congo, il y a eu la canal qui a coupé. Mais là, on est back. Euh, pour revenir au sujet, j'étais en train de parler de classe générée. Je pense même qu'on n'aura même pas le temps de tout voir de ce que je préparais vu le temps. Mais continuons. Il y aura le row class qui est ici. Le row class, c'est une classe qui représente une ligne complète de la table, pendant qu'il y a le companion qui est une classe complémentaire principalement utilisée pour les insertions et les mises à jour. Donc, quand on crée une table tout douce, on a la classe row class to do et cette classe ici est générée. Ça sera la classe qui va représenter une ligne de la base de données. Et il y aura le companion class qui lui va servir à insérer des données et à faire de mise à jour. Alors, quand on comprend ça, on peut passer aux requêtes. Et quand on parle de requêtes, il y a principalement deux manières de pouvoir faire de requêtes avec Rift. Il y a le manager. Le manager ici, c'est conçu pour faciliter l'écriture de requêtes les plus courantes. En particulier, elle devrait être utile si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en SQL. Et le Core API qui permet de pouvoir faire des requêtes qui sont beaucoup plus dans le syntaxe du SQL, mais en utilisant du Dart. Et là, on va parler pour montrer un peu ici, dans la database, si par exemple je veux avoir une liste de to-do, on voit cette classe-là, c'est la row class de la table to-do. Si je veux avoir ça, liste to-dos, avec le manager, ça sera juste manager, managers, to-dos, get. Là, on récupère la liste de toutes le to-do qui seront inscrits dans la base de données. Et on peut y faire de filtres. Je peux par exemple dire que je veux récupérer tous les to-do dans le note, la longueur de note, par exemple. Est-ce qu'il y a link? Je crois que le manager, lui, a moins de trucs, a moins de, le manager, lui, c'est beaucoup moins poussé que le Core API. C'est pour ça qu'il y a d'autres choses qui se retrouvent pas ici. Mais on peut faire, par exemple, un contains et faire un query. Là,
Ça permet de pouvoir faire, par exemple, une recherche dans tous les to-do qui sont dans la base de données. Et si on veut écrire la même chose avec le Core API, on va faire select to-dos. Donc là, comme on l'a dit, ça ressemble beaucoup plus à du SQL. On ajoute un where, on prend la table, et la table, on fait par rapport aux notes, contains, query, et à la fin, on fait un get. Et si on veut utiliser un stream, on n'aura à faire que watch par ici. Et ces données-là seront toujours des données actualisées pour refléter textuellement ce qu'il y a au niveau de la base de données. On peut faire de filtres par rapport à chaque requête. On peut faire un where, limits, on peut ordonner, on peut faire un mapping. Le mapping, ça veut dire que, par exemple, j'aimerais avoir juste la liste de notes. Pas en soi la liste de tables, la liste de to-do. Je veux juste avoir la liste de notes. Je peux faire un map. Et pour chaque ligne, je récupère note comme ça. Ce qui va faire que je vais retourner une liste de string. Ça sert à ça le map pour transformer en fait le résultat final qui sera renvoyé. On peut faire de la segmentation, segmentation de telle sorte que par exemple si on a cette requête là, on fait un selectable base query. Là, ça veut dire que on aura notre requête de base qui sera ici. Maintenant, on prend ce requête de base là et on peut l'utiliser là. Selectable base query, liste dynamique. On doit dire ici, on doit préciser le type. Donc, on segmente un peu notre query. On a la première requête qui est là. On le stocke dans une fonction qu'on va utiliser là. Et ça permet de faire quoi? On peut réutiliser la même fonction pour faire un watch, par exemple. Ici. On utilise la même fonction et si on veut changer la manière d'ordonner, de limiter le note, on le change ici et ça sera affecté dans le 2 directement. On peut avoir de group by, on peut avoir de inner join. Particulièrement là, je vais montrer ça rapidement pour le Core API. Si par exemple, on veut avoir une liste de to-do avec leur projet directement, with project, on peut utiliser le Manager API. On fait d'abord un reset là. Manager, to-dos, et on fait with references. Ça va permettre en fait de récupérer un résultat qui va contenir aussi les références, toutes les références qui sont dans la table to-do. Et dans la table to-do, il y a quelle référence? Il y a le référence sur le projet. Donc, on va récupérer ça directement là. Mais pour le renvoyer, on va faire certains calculs. On va mettre un await là.
On va créer une variable qui va contenir le résultat qu'on souhaite avoir, ce résultat ici. Et pour chaque ligne de notre résultat, on aura besoin du to-do et de ref. Là, le ref ici, c'est ça qui va contenir notre project, qui est la référence dans la table to-do. Et pour le récupérer, on va juste faire ref.project.get. Et là, ça va récupérer plusieurs choses. Donc, on va faire first, parce que ça va retourner la liste, une liste, mais on va faire juste le premier. Parce que souvent, c'est le premier, mais le manager API renvoie la liste. Et quand on a ça, on va faire juste list.add notre to-do et notre project. Et on va retourner le résultat. Voilà en fait comment est-ce qu'on utilise le référence avec le Manager API. Si on devait faire la même chose avec le Core API, on fera un inner join. Je vais juste écrire la requête. Si on doit faire la même chose, on va faire select to 12. C'est principalement ça qu'on veut avoir. Mais on fait join avec project on project ID égale à to12.projectID. Donc, si vous vous souvenez bien du SQL, là, on fait un project, on met la table de liaison, la clé de liaison qui est ça, project ID, et on dit récupère le projet dont l'ID correspond à project ID ici. Et ça vaut la même chose pour récupérer with reference. Sauf que quand tu Core API, on écrit ça et avec le manager, on n'a qu'à écrire ça. Jusque-là, il y a deux questions. En tout cas, tout est clair. Hein? Tout est clair en tout cas. J'avais prévu un peu plus de filtres pour parler, mais il y en a beaucoup, tellement beaucoup que c'est un très gros package que voilà, on ne saura pas tout voir avec le temps qui nous reste aussi. On va passer aux écritures. Déjà, pour écriture, je vais parler de updates. On peut faire une mise à jour partielle avec le compagnon. On peut faire un remplacement et on peut faire une mise à jour avec du SQL. Ça, c'est vraiment pour les gens qui s'y connaissent en SQL. Pour faire updates avec un update partiel, on fait await update to do par exemple et on met notre where. C'est très important de mettre la condition. Si vous mettez pas la condition, ça va la mise à jour va affecter toutes les tables, toutes les lignes de la table en fait. Donc, si vous ne mettez pas de where, tous les éléments enregistrés dans la base de données sont affectés. Là, ce qu'on veut faire, par exemple, c'est mettre to 12 compagnons
on met completed à true. Et là, Grift, en fait, utilise le value ici, très important. Vous allez mettre la valeur que vous voulez changer à l'intérieur de value, qui lui va prendre le champ, vous mettez le champ que vous voulez changer. Et là, en fait, par rapport à votre condition, par exemple, on veut affecter peut-être toute l'étape, donc j'enlève le where. Et avec cette condition, toutes les champs qui sont au niveau de la base de données, tous les to-do qui seront au niveau de la base de données auront completed à true. Ça, c'est la mise à jour partielle. On peut aussi faire un replace. Ça veut dire qu'on veut remplacer totalement l'élément et souvent, dans ces cas-là, on fournit un to-do directement. Donc, il y a un élément existant. On veut mettre à jour par rapport à ça. On fait peut-être un copy with, completed true comme ça. Ça veut dire quoi? Ça va trouver l'élément qui existe au niveau de au niveau de la base de données et le remplacer par cette nouvelle table avec completed true. Et là, pour la suppression, rien de plus facile. On n'oublie pas le where et on met un delete where et go à la fin qui va déclencher la requête. Et après, il y a les insertions. On peut faire into to do insert entry. Et entry ici, ça utilise toujours notre classe compagnon qu'on peut construire comme ça. Donc, c'est vraiment du SQL simple, mais c'est juste que ça enlève ces couches de complexité du SQL. Et aussi, ça permet de pouvoir réutiliser des fonctions Dart comme into et insert très facilement. Et là, on peut utiliser un batch pour pouvoir faire des insertions multiples. Et on peut aussi faire un absert. Pardon. Un absert sert à quoi? Ça veut dire que si la donnée qu'on veut insérer, il y a par exemple une contrainte d'unicité qui fait qu'on ne peut pas l'insérer, on dit si la donnée existe déjà, alors message. C'est ça le absert qu'on peut mettre là. Et aussi, un autre exemple d'un autre absert. Ici, en fait, c'est dans un cas où, par exemple, on craque des mots que l'utilisateur a pu taper dans la recherche. Ce qu'on dit, c'est que si le mot qu'on veut insérer existe déjà, alors augmente juste l'usage, augmente ça par 1 pour que on sache que ce mot ici a encore été utilisé. Et on peut utiliser le insert returning pour retourner directement la ligne qui a été insérée grâce à notre insert into. Et on passe aux expressions. En tout cas, là, c'est quelque chose que je vais survoler rapidement, vu le temps. Il y a de and, il y a de ou, il y a de not qu'on connaît dans SQL. Juste que ici, on peut utiliser ça d'une manière un peu plus dans le Dart et beaucoup plus facilement. Là, par exemple, on peut mettre le and comme ça et ça va vérifier que toutes ces conditions soient bonnes, donc ça soit true, pour retourner les données qui correspondent à la condition, en fait. On peut utiliser des expressions aussi algébriques. Par exemple, là, on veut retourner la liste de produits qui correspond à une certaine balance. Si je veux acheter, par exemple, un iPhone, 5 iPhones, et j'ai 5 000 francs dans mon compte,
Dans cette requête, je veux retourner la liste de produits qui peuvent être achetés avec 5 000 francs. Qu'est-ce que je fais pour chaque produit dans le where? Je prends le prix du produit, je le multiplie par le nombre de fois que je veux acheter ce produit-là et je retourne que le produit dans le prix total avec le montant que j'ai mis est inférieur à ma balance. Ça veut dire que je n'achète pas de produit, je retourne pas de produit qui sera supérieur à la balance que j'ai dans mon portefeuille. Grâce à cette requête ici, on peut faire ce niveau de complexité, on peut faire cette complexité de requête. Et par exemple, si, imaginons là, le completed ici était nullable, nullable est comme ça parce qu'on peut avoir aussi de champs nullables, il n'y a pas de problème. Et dans le cas de nul, on veut avoir une autre valeur. C'est ce que sert le collex ici pour dire que en soi, tu prends tous ceux qui ne sont pas complétés, mais si le completed est nul, tu mets fausse. C'est ça que le collex nous permet de faire. C'est comme un ternary operator dans JavaScript ou bien même dans Dart. Et en dernier lieu, pour finir, on va parler de migration assez rapidement. Par exemple, là, on a notre base de données qui est là. Je vais refaire le build. On est dans la première version de notre base de données, mais comme tout projet, ça évolue. Demain, on aura d'autres exigences. On pourra mettre d'autres types de données. On pourra changer nos tables aussi, la manière dont c'est structuré. Et on doit pouvoir ne pas casser ce qui était existant. Et pour ça, il faut faire de migration. Pour bien faire de migration, il faut d'abord structurer son fichier build.yaml comme ceci et préciser où se trouve le fichier de la base de données. Sinon, ici, on peut le changer, on peut mettre n'importe quoi, mais moi, j'ai appelé ça database. Et grâce à ça, on va faire comment? On va juste utiliser la fonction Dart1, je vais clear un peu, Dart1 Rift dev make migrations. Et là, on verra que Grift va créer un dossier Grift schéma. Et ça sera le nom qu'on aura mis ici. Et ça va contenir le schéma de notre base de données actuelle. De telle façon que si on vient ici dans Project, par exemple, on veut ajouter une description. Comme ça. Ça, c'est une autre version de notre base de données. Disons la version 2. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va juste d'abord faire le build. Tout d'abord, à chaque changement, on fait le build. Comme ça va générer toute le row class et le companion class. Puis, on va lui dire encore de faire migration pour faire la migration de la deuxième version de notre base de données. Et non seulement il crée le schéma, mais il nous fournit aussi un code. Et ce code-ci, c'est ajouter
dans notre base de données là. Et il y a un troisième fichier qui est créé pour pouvoir nous aider à faire la migration. On va importer cette fonction qui viendra de ce fichier ici. Et non seulement ça, il va aussi créer un test qu'on pourra exécuter pour voir si on a bel et bien fait notre migration à ces niveaux. Par exemple, là, ça va échouer parce que, voilà, de la version 1 et la version 2, on n'a rien mis, mais il y a eu un changement, on a ajouté la description dans la table Project. Donc, on fera M, c'est le migrator, c'est ce qui nous permet de dire ce qu'on a fait. Et on utilise schéma pour pouvoir dire ce qui a changé. Et on a ajouté une colonne dans Project, c'est description. Et quand on écrit notre migration comme ça, on réexécute le test. Et quand ça passe, on est sûr que notre migration, c'est bien fait et que quand on fera la mise à jour de notre application, il n'y aura rien de cassé. Et je vais vraiment m'arrêter là. Mais comme je le dis, il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses qu'on n'a pas pu voir. Et j'espérais même qu'on en parle un peu plus, mais faute de temps. Il y a trop de choses à voir avec Rift. C'est vraiment l'outil le plus puissant en termes de gestion de données qu'il peut y avoir sur Flutter. Et voilà un peu, j'espère que je vous ai quand même permis de voir son potentiel et ce que vous pouvez faire avec. Et demain, vous pourrez l'utiliser dans vos projets respectifs. Et c'était tout pour moi. Je vous remercie. S'il y a des questions, on peut répondre. Vu que c'est déjà le temps dans 3 minutes, on peut répondre rapidement aux questions s'il y en a. Ok, merci beaucoup, ingénieur. C'était une très belle session. J'ai beaucoup apprécié, surtout les détails techniques qui ont été donnés. Bien que, comme vous l'avez dit, on a juste frôlé certaines notions, bien qu'il y ait encore plus des notions à apprendre sur Drift. Et j'ai aussi apprécié la manière dont vous avez souligné, disons que Drift, c'est parmi les outils puissants côté voilà, base de données Flutter de nos jours, ce qui fait que c'est vrai, il faut vraiment en profiter. Et aussi, ça, c'est vraiment plus que ce qu'on voit sur YouTube, c'est plus que les tutos qu'on peut aller checker, je ne sais pas, sur n'importe quel site. Et la bonne nouvelle est que la session elle est enregistrée, c'est-à-dire anytime, vous pouvez revenir pour voilà, voir un peu ce qu'on a pu faire et c'est un peu de reproduire les mêmes schémas à la maison avec tous les tests comme on l'a fait. Et donc, s'il y a des questions, profitez-en. Si vous n'arrivez pas à laisser vos questions dans le chat, vous pouvez le faire rapidement sur WhatsApp, comme ça on va lire et on va essayer de répondre rapidement à toutes vos préoccupations. Sinon, vous avez la parole. Il y a, voilà, il y a Exaucé, Joël, euh, voilà, il y a Johnny, euh, il y a Abeka, c'est ça, non? Il y a Lionel qui est là, il y a Varka, il y a Michael, il y a aussi c'est Bernie, je pense Bernie. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore quelques secondes avant de clôturer la session. Voilà, il y a Exaucé qui a levé la main. Vous pouvez activer le micro. Vous avez la parole, Exaucé. Oui, merci Assurance, merci Osé pour cet exposé. Où moi j'ai appris beaucoup de choses et merci beaucoup. Et je voulais savoir en fait, tout au début, quand vous avez introduit, vous avez dit qu'il fallait installer des dépendances.
Vous avez aussi cité d'autres devs dépendance, mais je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez demandé d'utiliser Drift et Drift Flutter. Est-ce que l'un n'est pas suffisant ou l'autre n'est pas suffisant? Pourquoi installer les deux? C'est un peu ça ma petite question. Sinon, merci beaucoup. Je pense que je vais vraiment switcher vers Drift parce que voilà, vous avez exposé toute sa puissance et merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question, Drift, disons Dart, on l'utilise simplement pour Flutter, mais Dart, on peut l'utiliser dans beaucoup d'autres choses. Il y a même moyen de faire de serveurs dans Dart. Donc Drift, lui, c'est un package qui s'utilise pas que pour Flutter, et ça s'utilise aussi dans d'autres outils. On peut faire un serveur avec Drift. Mais là, particulièrement, on ajoute Drift Flutter pour que on puisse avoir tout ce qui concerne Drift et Flutter. Si on met seulement Drift, on n'aura pas tous les composants qui va concerner Flutter, mais avec Drift Flutter, on vient compléter ça. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons clôturer la session. Et avant cela, il y a, bien sûr, on vous a juste pris comme ça. On a juste pris la séance introductive en parlant des drifts. J'ai remarqué tout au début, il y a ceux qui nous ont rejoints. Et par après, ils pensaient peut-être que nous allons commencer avec les notions basiques des flatteurs et puis évoluer. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. C'est-à-dire, si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à nous écrire en privé. Comme ça, je sais qu'il y a des développeurs Flutter qui sont expérimentés. On pourra aussi voir comment on peut relever au fait les niveaux de tout un chacun de telle façon que quand l'ingénieur Osé vient présenter sa session, on a tous un peu une vue, on est tous un peu sur le même niveau parce que le but c'est d'apprendre au fait, comment dirais-je, c'est d'avoir au fait les meilleures façons, les meilleures pratiques de développement Flutter qu'on a aujourd'hui sur le marché. Donc c'est un peu ça, ce n'est pas seulement revenir en arrière sur les bases, les notions fondamentales, mais c'est vraiment, on considère qu'on a tous un passé avec Flutter. Mais s'il y a des cas où on n'a jamais fait Flutter, il faut juste nous les signaler et des gens comme Exaucé, comme Varka et tout le reste, on peut juste s'organiser pour des sessions et essayer un peu de relever la communauté. Donc c'est un peu ça, je ne sais pas s'il y a ajouté. Sinon, ingénieur, je vous passe la parole, bien sûr, pour donner votre dernier mot ou un petit au revoir. D'accord. Comme on l'a dit, on essaye, comme l'a si bien dit Action, on essaie de relever en fait le niveau aussi. Il y a Exaucé que je vu évoluer et qui sûrement on commence toujours par le niveau beginner et on évolue. Et là, on veut faire évoluer et atteindre des niveaux toujours encore plus avancés. Et on va bien sûr, comme a dit Assurance, vous pouvez nous dire vos suggestions, vous dire là où vous avez le plus de lacunes ou ce que vous aimeriez avoir comme sujet après. Et nous, on peut essayer de s'organiser par rapport à ça et relever un peu cette communauté-là. Et je sais que dans la fac, surtout Polytech, il y a souvent de conférences et voilà, on peut faire des sessions là-bas même. Et donc, c'est un peu ça. On veut vraiment avoir une communauté beaucoup, beaucoup plus active. Donc, c'était juste la première session, mais ça sera pas la dernière et il y aura beaucoup plus d'intervenants qui viendront. D'accord, d'accord. Sinon, merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Je remercie le speaker pour le temps.
et tout, pour tout ce qu'il a fait. Et je remercie aussi tous les participants. Nous allons nous retrouver dans le groupe WhatsApp où je vais vous partager bien sûr le lien où vous pouvez anytime venir rewatch toute la partie, toute la vidéo et suivre ça selon selon vos besoins. Sinon, merci et on se dit à la prochaine séance. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, merci, merci.